14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, donc en direct du Salon de l'Agriculture, avec mon invité sur le stand Village Semence. En devenant une grosse légume, vous avez commencé à cultiver la terre avant de découvrir qu'en mer, il y avait aussi des blancs moutons. Bonjour Antoine. Bonjour Jacques. De passage. Vous pouvez me la refaire si vous voulez. Ah oui, les blancs moutons. Les blancs moutons. Alors, il y a une double actualité. D'abord, vous êtes de passage en France, ce qui est un bonheur, car vous êtes rarement présent. Et vous allez être dans tout le sud de la France avec les cinémas et un film dont on va reparler dans quelques instants. Oui, avec plaisir. Mais le principe des clés d'une vie au Salon de l'Agriculture, comme tous les jours sur Sud Radio, c'est d'évoquer des dates clés. Évoquons donc. Alors la première ne vous concerne pas directement, mais elle est importante. C'est un festival mythique le 24 février 1961 avec ce chanteur. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. Johnny, le premier festival de rock'n'roll au Palais des Sports, où on avait soi-disant cassé les fauteuils. En fait, il n'y avait pas de fauteuils, il y avait des bancs. Oui. Et on avait juste jeté les barrières. La police était intervenue, c'était bien avant vous à l'Olympia. Et en fait, c'était un concert de promotion pour le rock'n'roll lancé par Claude Wolff, qui allait devenir le mari de Petit Lacarte. Et Johnny avait été payé 500 francs. Voilà, et c'était une chanson, si je ne me trompe pas, de Fernand Bonifay. Exactement. Fernand Bonifay, qui est quand même l'auteur de Maman la plus belle du monde. Exactement, qui a fait autre chose. Alors, cette ambiance, vous allez la connaître beaucoup plus tard avec les élucubrations. C'est vrai que ça a été la folie pendant quelques mois, voire quelques années. Ça a été la folie, c'est encore la folie derrière. Oui. Les élucubrations, ça n'a pas d'âge. C'est une institution, c'est rentré dans la mémoire collective des Français, et on en reparlera toujours, je pense. Oui, et puis surtout une folie, parce que les concerts, et quand on voit les images de l'époque, c'était une ambiance, il fallait vous exciter avec la police régulièrement. Ah ben c'était une aventure, je me rappelle en particulier la première fois que j'ai gagné des sous en chantant, moi, sauf quand je faisais la manche dans les rues, mais la première fois que j'ai eu un contrat, c'était en première partie des Rolling Stones, à la salle Vallier à Marseille, et c'était chaud, hein. C'était très chaud. Je m'étais fait gronder par mon producteur, qui était Christian Fechner, oui, qui est devenu par la suite un des plus grands producteurs de cinéma français. Et parce que j'avais dit un truc parce que les policiers étaient coincés entre des barrières métalliques qui faisaient des espèces de carrés et tout. Et j'avais dit, aujourd'hui, c'est les policiers qui sont en cage. Et il m'avait dit, surtout, jamais ne t'en prends aux policiers quand tu es sur scène, parce que s'ils décident d'arrêter de te protéger, t'es dans la merde. Oui, notamment, je crois que c'était en Corse un jour, on vous a exfiltré à l'aéroport. Ah oui, non, même de la salle où c'était... on a interrompu le spectacle, on est passé par la fenêtre, on a dû partir, ça avait été très très chaud. Et quand on est retourné en Corse quelques semaines plus tard, on avait un cordon de police depuis l'aéroport jusqu'à la salle de spectacle. Quoi. Un phénomène que vous n'imaginiez pas au départ, Antoine. Non, j'imaginais pas. Moi, j'étais élève ingénieur à Centrale. J'ai fait des chansons pour m'amuser parce que j'adorais tout ce qui venait d'Amérique, le folk song, Dylan, etc., Donovan, et toutes les chansons où on disait un petit peu autre chose que des histoires d'amour, quoi. Oui. Et donc, j'étais passionné pour ça et j'avais envie de chanter ces chansons-là. Je réclamais la pilule en vente dans les monoprix parce qu'à l'époque, c'était vraiment, la contraception était totalement interdite en France. C'était totalement interdit. Ça a peut-être aidé parce qu'un an après, la loi Neuwirth libérait toute la contraception. Mais j'imaginais pas que ça prendrait une dimension pareille, quoi. Alors, en plus, je crois que vous incitez le public à crier Johnny à Medrano. Dans les galas, ça commençait très fort. Ah ben, ça commençait très fort parce que j'avais fait une chanson, la titre d'anecdote, je vous l'ai déjà raconté, mais la titre d'anecdote, la première fois que j'ai rencontré Johnny, que j'étais allé voir applaudir sur scène, j'avais obtenu un autographe de lui quand j'avais 18 ans. Et là, j'avais fait donc mon premier spectacle à Marseille où j'étais payé et j'étais rentré à l'hôtel après et Johnny était dans le même hôtel et on m'avait dit votre copain est dans la boîte de nuit au sous-sol de l'hôtel. Alors j'y suis allé, je suis allé voir Johnny, salut Johnny, c'est moi Antoine. Et Johnny m'a dit Antoine, regarde, j'adore ta chanson. D'ailleurs, regarde, j'ai une chemise à fleurs. Il avait une chemise à fleurs. Bon. Et vous êtes allé il y a quelques mois sur le tombe de Johnny à Saint-Barth. Voilà, on est allé voir la tombe de Johnny. C'est très, très émouvant. Très émouvant parce que les gens qui vont voir la tombe de Johnny, c'est des Français qui n'ont pas forcément des gros moyens, quoi. Ça leur coûte cher d'aller jusque là-bas, jusqu'aux Antilles. Ils ne peuvent pas loger à Saint-Barth, qui est une île assez coûteuse. Alors ils logent généralement à Saint-Martin. Et puis le matin, ils prennent le ferry. Et ils passent juste la journée pour aller voir la tombe de Johnny, quoi. Et ce qui fait que dès le matin,
sur le quai de Saint-Martin, et dans le bateau, le ferry et tout, c'est Johnny. On vit Johnny, et il n'y a pas de bousculade, c'est très émouvant, c'est très touchant. Et on vous a reconnu, bien sûr, là-bas. Ah ben oui, on m'a reconnu, puis personne ne m'en veut pour la guerre des idoles, Johnny, Antoine, de 1966. Ce qui est étonnant, c'est votre surprise, effectivement, de ce succès, lorsque vous avez entendu, surtout pour la première fois, cette chanson à la radio, Antoine. Bien sûr, je pourrais ce soir être bien plus loin là-bas. L'autoroute européenne numéro 4, ben, votre première chanson. C'était drôle, j'avais enregistré, j'étais en dernière année de Centrale, j'habitais dans un petit studio qu'on me prêtait au-dessus d'un bar dans le Marais, qui n'était pas du tout un quartier à la mode. Pardon, excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge, j'ai attrapé un bœuf dans la gorge ici, au salon de l'agriculture. Et j'avais enregistré mon premier disque, Christian Fechner donc m'avait fait enregistrer mon tout premier disque. Et un jour, j'étais au bar avec mon copain là dans le Marais. Et puis j'entends une intro à la radio, j'entends une intro musicale, je me dis c'est quoi, je connais ça, mais est-ce que c'est... Moi à l'époque j'écoutais les Stones, les Animals, les Yardbirds, les groupes anglais. Et je dis c'est sympa, ça me dit quelque chose cette intro, mais qu'est-ce que c'est? Et tout d'un coup je me dis mais c'est moi, c'est moi dans la radio là. C'était la première fois que je m'écoutais à la radio, ça faisait un drôle d'effet. Hein. Il y en a eu beaucoup d'autres, on en reparle dans quelques instants avec une autre date, le 12 avril 1964. A tout de suite sur Sud Radio, du Salon de l'Agriculture, avec Antoine. En direct du Salon de l'Agriculture, stand Village Semences, Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, toujours donc au stand Village Semences avec Antoine. Alors une date importante qui ne vous concerne pas, c'est le 12 avril 1964. Pour les amateurs de Tour de France, c'est une date mythique car c'est le duel Anquetil-Poulidor au sommet du Puy-de-Dôme. Et Anquetil conserve son maillot jaune de 14 secondes. Et si je parle du Puy-de-Dôme, c'est que le Puy-de-Dôme est cher à votre cœur, Antoine. Ah ben on est au salon de l'agriculture, c'est normal qu'on parle un petit peu dans les années 70, 60 même, on était un peu babacool, on rêvait d'aller élever des moutons dans le Larzac ou dans les Cévennes, un truc comme ça. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont poussé à acheter une propriété à l'époque avec mes premiers sous que j'ai gagné, une propriété qui était abandonnée depuis 50 ans. Et je l'ai gardé jusqu'à maintenant. Voilà, il faut savoir qu'au départ, vous aviez une société qui s'appelait le Sucre, je crois. Un bureau d'études qui s'appelait Société du indice de construction, de réalisation et d'études. Ça faisait Sucre. Et donc vous allez là-bas et c'est comme ça que vous découvrez le Puy-de-Dôme. Voilà, j'ai découvert le Puy-de-Dôme que je ne connaissais pas du tout, étant né à Madagascar d'un père corse. Le Puy-de-Dôme était inconnu. Et ça a été le coup de foudre. Et c'était un truc dont personne ne voulait, qui était abandonné depuis très longtemps. Les maisons étaient en ruine, les personnes, c'était pas vraiment cultivable, quoi. C'était pas des endroits, c'est pas une exploitation agricole, quoi. Mais c'était un peu les hauts de Hurlevent. Mais j'ai eu le coup de foudre et j'ai acheté et j'ai pu le garder. Oui. Malgré tous mes voyages, depuis, j'ai toujours gardé cet endroit et j'y suis toujours très attaché. Et vous l'avez trouvé grâce au maire qui vous avait fait une tournée, mais une tournée des caves avant, Antoine. Voilà, c'est ça. Il m'avait emmené faire une tournée des caves et on était... À l'époque, ça picolait pas mal. Hein. Et vous avez découvert, je crois, la mominette. La mominette, oui, ça c'était à éviter. Je ne sais pas si ça se pratique encore, la mominette. Ah, encore, oui. Oui, dans certaines régions, la mominette, c'est la dose de pastis pratiquement sans eau, quoi. Voilà. Et ça, c'est à éviter ou alors à pratiquer avec une extrême modération. Vous l'avez vécu. Voilà. Alors en fait, la mominette, au départ, c'est un mot d'argot. C'est un mot d'argot qui date de 1907. Et on parle d'une mominette, d'une amazone, d'une tomate, d'une hussarde ou d'une mominette. Et la réponse, on prend en fait un guindal de pivoine sans lance. C'est le terme, un guindal de pivoine sans lance, c'est le terme argotique qui correspond à la mominette. Ah d'accord. Alors, lance est en lot sans doute alors, non? Ça doit être ça, oui. Alors, vous avez donc pris cette maison, vous avez élevé des vaches, vous avez vraiment découvert le métier d'agriculteur. J'ai eu des vaches, d'abord j'en ai eu deux qui s'appelaient Jules et Jim. Oui, c'est logique. Ensuite, 4 qui s'appelaient France, Dimanche et Ici Paris. Et puis ensuite, on a eu jusqu'à 20 vaches. Et puis, on faisait du Saint-Nectaire fermier. Et puis après, je suis tombé amoureux du bateau, alors j'ai un peu pris des distances avec la mer. Oui, mais en même temps, c'était une époque où l'agriculture n'avait rien à voir avec aujourd'hui, Antoine. Ah non, c'était tout à fait... Là, c'est toujours resté anecdotique et vraiment très naturel. Il n'y a jamais eu de fertilisants, il n'y a jamais eu... Le seul fertilisant qu'on a eu, c'était des algues marines, quoi. Oui. C'était déjà un peu l'air de la mer qui arrivait dans le Puy-de-Dôme. Mais il n'y a jamais eu de produits nocifs ou de produits compliqués, quoi. Et puis, mais par contre, c'est resté toujours dans mon cœur, cet endroit-là.
toujours aussi beau, au milieu de nulle part, avec des centaines d'hectares de forêt autour et un plateau comme ça où on voit jusqu'à la chaîne des Puys. C'est un truc que j'ai toujours voulu garder et que j'aime toujours beaucoup. Et vous allez quelques semaines par an voir vos moutons, car il y a des moutons maintenant. Voilà, car une agricultrice, une amie voisine, me fait la gentillesse de mettre ses moutons en été, comme ça. Elle met ses moutons qui viennent, ça entretient la propriété. Ça lui évite que les genêts et les ronces se repoussent. Et puis, comme ça, on a le bonheur de voir gambader des petits agneaux nés en plein champ. Et c'est vraiment un grand plaisir. Oui, et je crois que vous vous êtes caché dans ce lieu paradisiaque au moment du service militaire. Ah ben au moment du service militaire, on m'avait déjà annoncé arrivant à la caserne de je ne sais où. Oui. D'ailleurs, un journal avait passé une photo de Johnny, et ils avaient fait un montage par collage à l'époque, il n'y avait pas Photoshop, et il avait mis ma tête dessus, quoi, avec le béret de Johnny et la tête de Johnny, quoi. Voilà. Et en fait, donc j'étais en cours de réforme parce que ma santé ne me permettait pas de partir faire le service militaire. J'étais pas très très excité pour y aller non plus d'ailleurs. Et en fait, à un moment, comme la presse, quelques journaux à scandale me poursuivaient, je m'étais réfugié là-bas. Puis c'est vite passé. Oui, et il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas fait son service militaire, c'est Michel Polnareff à Montluçon. Oui. Il est arrivé là-bas, il faisait de la moto sans moto. Ah d'accord. Donc au bout de 4 jours, on l'a convoqué chez le psychiatre et il est sorti. Moi j'ai connu déjà Michel, je l'ai connu, lui, on a passé beaucoup de temps ensemble dans ces années-là. Et je me rappelle qu'il avait un appartement à Neuilly, dans un quartier très chic. Et vous parliez de moto, il avait mis une moto dans l'appartement et à 2h du matin, 3h du matin, il faisait de la moto dans l'appartement. C'est-à-dire que la moto était sur la béquille, il faisait rugir le moteur. Alors j'imagine, je le vois très bien faire de la moto sans moto. Et il y a eu mai 68 aussi. À Bourmelon. Oui. Mai 68, non, mai 68, j'étais en Italie. Oui. J'étais très grande vedette, j'avais un succès incroyable en Italie. Avec Pietré et la Tramontane. Et la Tramontane, sortie en 68. Donc j'étais beaucoup en Italie. Et en France, comme il n'y avait pas de possibilité de faire quoi que ce soit, tout était bloqué. Moi, j'étais dans les montagnes. Voilà. Alors justement, il y a aussi une chanson qui est née à cette époque-là, dans ce Puy-de-Dôme, c'est celle-ci. Le match de football, chanson connue, est né en Auvergne. Eh ben, la première phrase de la chanson des couplets, c'est « Je suis agriculteur, tous les jours je vais traire les vaches et 6 jours par semaine, je n'ai pas le cœur à la tâche. » C'était une brillante chanson que j'ai faite pour m'amuser et c'est qui a eu beaucoup de succès. Je l'ai chantée au festival de Rio de Janeiro avec au Festival de Rio de Janeiro, fabuleux, je chantais en brésilien et j'avais le joueur, le numéro 10 de l'équipe Flamengo, la plus populaire là-bas, m'avait donné sa chemise, son t-shirt, son maillot, et je chantais en smoking blanc à l'époque, et au milieu de la chanson, pendant le refrain instrumental, j'avais tout d'un coup enlevé la veste et fait apparaître le maillot, et j'ai jamais entendu un hurlement pareil au Maracanazinho. Il y avait 35 000 personnes qui étaient là. J'avais jamais entendu un hurlement pareil, quoi. Et vous l'avez aussi chanté, Antoine, je crois, sur un fil de fer à l'occasion du Gala Lion des artistes. Voilà, ça fait partie les nombreuses activités que j'ai faites, que j'ai exercées. J'ai été également fil de ferriste. J'ai été funambule. Comment on fait? C'est très difficile de faire du fil de fer. Eh ben un jour, ils sont venus chercher le Gala de l'Union. Je crois qu'on a repris le Gala de l'Union. Oui, ça a repris. Oui. Ça a repris. En fait, le Gala de l'Union a été inventé en 1923 par Max Derly, qui était le partenaire de Mistinguett dans la valse renversée, et qui a fait ça pour aider les comédiens en difficulté. Voilà. Et toutes les stars sont venues ensuite. Ah, toutes les stars faisaient, je me rappelle, il y avait une actrice qui domptait des serpents, il y avait des tas de choses. Et moi, ils viennent me voir, le comité de ce Gala de l'Union, me disent, on aimerait que vous fassiez un numéro de fil de feriste de funambule. Mais je dis, mais j'ai jamais fait le funambule de ma vie. Et il y avait ils avaient amené un monsieur qui était un Russe, qui était fil de feriste, lui. Et il dit, mais je peux vous dire tout de suite si vous êtes capable ou pas. Alors, on tend un fil de fer et tout, et je monte dessus, et il me dit, c'est bon, vous allez pouvoir. Et en 3 semaines, j'avais appris à marcher sur un fil de fer, donc j'ai fait au Gala de l'Union. Et du coup, après, Roger Coudert, qui animait les émissions sportives le dimanche, est venu me voir, m'a dit, on fait une fête à Nogent-sur-Marne, et il faut que tu traverses la Marne
en fil de fer. Ah ben, je l'ai traversé la Marne en fil de fer. Et après, j'ai fait un spectacle au Gaumont Palace. Oui. Au Gaumont Palace où je traversais un immeuble qui prenait feu, un autre je me réfugiais, enfin je traversais la rue en marchant sur un fil de fer et ça a été toute ma carrière de fil de ferriste. Voilà. Et au Gala du Nom des Artistes, il y avait aussi quelqu'un de très connu, Brigitte Bardot, qui l'a fait en 1962. Et je crois que vous avez failli chanter à la télévision avec Brigitte Bardot, Antoine, pour Les Carpentiers. Ah oui, un jour les Carpentiers m'appellent. J'ai fait beaucoup d'émissions de télévision dans ma vie, mais jamais une des Carpentiers. C'est curieux. Je sais pas pourquoi. Ils s'appelaient. J'étais pas persona grata. J'étais pas persona gratin. Persona gratin. Je viens de le faire. Je trouve ça très mignon. Ouais. Persona gratin. Chez les Carpentiers. Et un jour les Carpentiers m'appellent. On a Brigitte Bardot. On fait un numéro 1 à Brigitte Bardot et elle veut absolument vous avoir. On a essayé de lui dire prenez quelqu'un d'autre. Non, elle veut vous avoir. Alors donc j'y suis allé et tout, c'était très flatteur. Et elle voulait faire avec moi justement une chanson de l'opérette Dédé que je venais de reprendre. Dans la vie, faut pas s'en faire, ou bien réussir dans la chaussure. Et bon, ça s'est pas fait finalement. Ça s'est pas fait finalement, mais c'est la seule fois où j'ai été répété chez les Carpentiers et tout. Et toute l'émission ne s'est pas faite parce qu'ils voulaient un peu trop imposer leur copain à Brigitte. Et Brigitte, elle avait son caractère. Elle a toujours son caractère. D'ailleurs, elle a refusé comme ça de faire une chanson avec Carlos. Et c'est comme ça que Chantal Goya est arrivée au pied levé et a débuté sa carrière pour remplacer Brigitte Bardot. Ah c'est possible. Oui, c'est peut-être une conséquence du même projet. Et puis il y a aussi un lieu qui est très cher à votre cœur, Antoine, c'est Boulouris. Car vous avez eu le coup de foudre pour un dériveur et ça a changé votre vie. Ça c'était en 69, j'étais en tournée dans le Midi, j'avais loué une maison assez pittoresque au bord de l'eau, louée à une dame, une baronne italienne, et une comtesse, la comtesse di Bagnolo. J'avais loué cette maison et dans l'inventaire, il y avait un garage et il y avait un petit dériveur pourri en contreplaqué qui prenait l'eau et tout. Je suis monté dessus un jour où j'étais désœuvré et ça a été un coup de foudre et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que j'ai dit, tout d'un coup, en quelques jours, avec des copains, on a dit on allait partir faire le tour du monde en vivant de nos arts respectifs, photographes, chanteurs, cinéastes et tout. Et le projet s'est construit petit à petit, puis les autres se sont tous un petit peu dégonflés, tous ils ont eu des projets de vie différents. Et moi, tout d'un coup, j'ai réalisé que je pouvais très bien le faire seul. Et quand je suis parti, c'était en 74. Je pensais que ça durerait 5 ou 6 ans. Et ça fait 45 ans que ça dure. Oui, et à l'époque, personne ne vous prenait au sérieux. On disait, Antoine, dans 6 mois, il est revenu. Ah ben oui, de toute façon, à l'époque, on a toujours mis quelqu'un en photo devant un bateau. On dit, il va faire le tour du monde. Mais là, moi, j'avais l'intention de le faire. Et je l'ai fait. Quoi. Et votre premier souvenir de bateau, je crois, c'est sur l'Oregon, quand vous étiez tout petit. Ah, quand j'étais tout petit, oui. Parce que j'en ai même eu avant, puisque j'étais à 2 ans. J'avais 2 ans, on est rentré de Madagascar sur un des premiers bateaux qui naviguait à la fin de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais ensuite, on est allé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et avant même d'avoir 10 ans, j'avais fait 4 fois la traversée de l'Atlantique sur des paquebots. Voilà. Et vous avez continué, vous en avez tiré des images. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 2 mars 2020. A tout de suite sur Sud Radio, en direct du Salon de l'Agriculture avec Antoine. Sud Radio. En direct du Salon de l'Agriculture, stand Village Semences, Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, avec mon invité Antoine, et une date le 2 mars 2020 qui marque votre retour en France avec des conférences musicales, des conférences dans les salles de cinéma, ce qui est une première pour vous, Antoine. Oui, c'est une première. J'ai une petite anecdote. En 1966, quand je chantais Ma mère m'a dit Antoine, il y avait un garçon qui s'appelait Gérard Raymond. Gérard Raymond, Georges Raymond, excusez-moi, Georges Raymond, qui a acheté l'Olympia. Enfin, pas l'Olympia de Paris, il a acheté un petit cinéma à La Rochelle, s'appelle Olympia, et puis il a développé son affaire, il a acheté d'autres salles, il a grandi. Maintenant, c'est devenu le plus grand nombre de salles en France, près de 500 salles, 75 cinémas. Il a même ouvert un cinéma maintenant à Hollywood, et son nom figure en très grosses lettres, c'est CGR, ça veut dire circuit Georges Raymond. Je me suis renseigné parce que je me demandais ce que ça voulait dire. Si ça voulait dire cinéma Georges, j'ai un cinéma général révolutionnaire. Non, voilà. Et ils m'ont demandé
de faire. C'était des gens très dynamiques. Ils m'ont demandé de faire une tournée comme ça, de présenter notre film sur les Caraïbes. C'est une tournée où il y a le film sur l'écran et Voilà. à la fin vous êtes là pour répondre aux questions du public. Je suis présent pour répondre aux questions, pour parler un petit peu. Également, je chante ma chanson « Touchez pas à la mer » pendant il y a une diffusion de la chanson enregistrée avec des images de la mer, bien sûr, comme ça. Et puis surtout toute la Caraïbe, voilà. Ouais. Toute la Caraïbe, mais pas seulement les Antilles, les petites Antilles. Il y a les petites Antilles, Guadeloupe, Martinique, une petite visite à la tombe de Johnny, entre autres, et puis Marie-Galante, les Saintes et tout. Mais il y a aussi des endroits connus comme la République dominicaine, mais d'autres moins connus comme le nord de Haïti qui est superbe, ou bien comme Cuba qu'on traverse en voiture, en vieille voiture américaine d'est en ouest, et même des endroits encore moins connus comme des îles colombiennes, ou bien la belle ville de Carthage, ou Curaçao, ou les îles des Indiens Kuna. C'est vraiment un immense parcours tout autour de la Caraïbe, quoi. Oui. Et que des belles images choses. que vous avez tournées au fil des années de vos voyages, Au Antoine. fil des années, oui, ça a été tourné dans les 5 ou 6 dernières années. On est allé à de très nombreuses reprises dans ces régions-là. C'est-à-dire que depuis quelques décennies, vous vous promenez avec votre caméra, ce que vous n'imaginiez pas au début quand vous avez commencé, Antoine. Non, ça a commencé en 91. D'abord en 89, j'ai publié chez Gallimard un livre dont vous connaissez bien le titre, Il était une fois, Oui. car vous aviez été pour quelque chose. Oui, on c'est avait vrai. un projet ensemble sur le nom d'Il était une fois. Ce projet, il est né avec Jacques. Et ensuite, Gallimard a fait un succès fabuleux avec ce livre, le premier livre, et du coup, ça a ouvert la voie à des films. Maintenant, on a réalisé 32 films. Et là, donc, on présente dans 25 salles différentes. On commence à Cannes, ensuite on est à Draguignan et ainsi de suite. Oui, tous les sites, enfin tout le sud de la France, d'ailleurs toutes les dates sont sur le site internet d'Antoine. Voilà, le site internet c'est antoine.tv. Et vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et sur Instagram. Alors il faut savoir, Antoine, que ce sont des images résolument positives et belles. Toujours positive. Moi, je suis, y compris des endroits qui ont souffert, comme Saint-Martin, quand il y a eu le cyclone et tout, je montre ce qui s'est reconstruit, ce qui est la beauté de l'endroit et tout, quoi. C'est ça qui m'intéresse, moi. J'ai toujours envie de montrer la beauté. Les médias, bon, ils ont la mission de montrer ce qui ne va pas, mais ils exagèrent souvent, quoi. Oui. Ils exagèrent souvent, ils en font un peu plus. Et je pense que j'ai choisi, moi, de montrer la beauté, et je pense que c'est en montrant la beauté qu'on peut donner aux gens envie de protéger, quoi. Oui, et effectivement, il y a de très belles images dans ce film. Et vous parlez de cette chanson « Touchez pas à la mer », elle est quand même devenue mythique. On en écoute un extrait. Touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer. Alors cette chanson, vous allez la chanter à l'entracte, comme on fait dans les salles de cinéma. En 1929, quand le Moulin Rouge est devenu une salle de cinéma, on a fait un film, c'était un film avec Georges Milton, Le Roi des Resquilleurs, et à l'entracte, des gens venaient chanter. Et ça a continué comme ça, vous appliquez le même principe, Antoine. Oui, moi il y a une chose, j'ai un regret. J'avais participé à une chose extraordinaire qui était au Gaumont Palace, Oui. et où on faisait une partie de spectacle en première partie avant de passer à un grand film. Mais là, la chanson, je la chante pas en direct parce que techniquement, ce qu'on veut, c'est des images avant tout, quoi. Donc c'est l'image tournée, donc ma voix est enregistrée là. Mais ce qu'il y a de fabuleux dans les CGR, c'est que c'est la technique, quoi. On n'est pas avec un petit projecteur comme faisaient les conférenciers d'autrefois. On est avec la technique, les projecteurs du cinéma, quoi, les grands projecteurs haute définition, numérique, etc., quoi. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'emmener les gens avec beaucoup de musique parce qu'il y a chaque île est illustrée par une musique de là-bas, quoi. Et c'est histoire que les gens oublient leurs soucis pendant 2 heures, quoi. Exactement. Alors cette chanson « Touchez pas à la mer », vous l'avez enregistrée à l'époque, on ne parlait pas encore de pollution, d'écologie. Elle est née, je crois, du côté d'un lagon bleu qui allait être interdit aux bateaux. Oui, c'est-à-dire qu'en Polynésie, à un moment, il y a eu la culture de la perle noire, a fait développer beaucoup de fermes d'aquaculture, et certaines personnes pensaient qu'il fallait fermer les lagons des Tuamotu aux navigateurs parce qu'ils avaient peur qu'on vole les perles, cette richesse et tout. Alors je disais, ne mettez pas des frontières sur l'océan ni des barbelés dans les lagons, mais ça a tout de suite été évolué vers une chanson, protéger les baleines et les oiseaux blancs, etc. Et aujourd'hui, elle est dans les écoles, dans les chorales. Aujourd'hui, l'idée même, pourquoi quand je la présente pendant la conférence, l'idée c'est que de très nombreuses chorales, de tous âges, depuis les enfants jusqu'à des personnes de 70 ans et plus, l'ont chanté, souvent enregistré ou filmé. On a sur le site internet touchez pas à la mer.fr, il y a
il y a toutes les paroles, tout ce qu'il faut pour l'enregistrer avec les partitions pour les chœurs et tout, quoi. Et de très, très nombreuses personnes nous disent on l'a enregistré, on l'a chanté. On a plein d'images sur le site aussi de classes, de personnes de tous âges qui chantent Touchez pas à la mer. Et on découvre dans ce film des lieux étonnants. Un lieu qui est aussi célèbre que la Tour Eiffel sont des cascades où il faut aller. Ah ben oui, les cascades, il y a des tas d'endroits, je ne vais pas parler des cascades là parce que dans la projection, on n'a pas pu tout mettre. Et cet endroit-là, c'est une cascade qui est, je pense que vous parlez d'une cascade en Jamaïque. Oui. Et malheureusement, on n'a pas pu tout mettre pendant la conférence là. Alors la cascade, il faut la trouver dans le DVD. Alors c'est une bonne occasion parce que je peux dire qu'à l'entracte, je dédicace à ceux qui le souhaitent un livre qu'on a fait avec ma compagne Francette, qui fait la photographie de tout ça, et un livre qui est sur les Caraïbes, Escale dans les Caraïbes, et un DVD où il y a le film, mais encore plus long, puisque la conférence c'est 2 fois 45 minutes, alors que notre film fait plus de 2 heures. Voilà. Et il y a aussi une chanson qui est chère à votre cœur et que Laurent Voulzy a créée, c'est le Cœur Grenadine. Voilà, c'est ça. Alors, c'est dans une mandarine, une coquille de noix bleues marine. Chanson qui était une phase B au départ et qui est devenue un immense succès. Ah oui, bah et vous êtes touché par cette chanson. Ah ben, je suis touché par la chanson. J'adore Laurent Voulzy. Il m'a permis de vivre un moment merveilleux. Il y a l'année dernière, quand nous étions en tournée de conférence déjà, où il y a 1 an et demi, il s'est trouvé qu'il faisait sa tournée dans les cathédrales. Et j'ai pu aller le voir un soir et ça a été un moment merveilleux, un moment magique et tout. Et il m'a invité à chanter avec lui Le Soleil donne, monter sur scène, et le public a été incroyable. L'ovation du public, ça a été une merveille, c'était très très touchant et j'adore Laurent. Alors, vous avez aussi d'autres personnages, et il y a dans le film ou dans la conférence, il y a Johnny Depp qui est évoqué à travers Pirates des Caraïbes. Ah bah oui, Haïti. Parce qu'on est allé retrouver le site, un des sites où ont été tournés les films Les Pirates des Caraïbes. Alors c'est amusant parce qu'on arrive dans une baie, on a l'impression qu'on va être victime, que des canons vont vous tirer dessus, parce qu'il y a des canons tournés vers le mouillage et tout. Et on voit des immeubles anciens, mais quand on tape sur les murs, on s'aperçoit qu'ils sont en carton-pâte, parce que c'était des décors des films Pirates des Caraïbes. Et pour créer le personnage de Jack Sparrow, eh bien, il y a eu quand même différents modèles. C'est un mélange de Kate Richard, de Pépé le Putois et des Rastas modernes, parce que les pirates étaient des Rastas pour Johnny Depp. Il y a le Putois aussi, oui. Pépé la Piou. Exactement. Pépé la Piou. Et puis la maison de Bob Marley aussi, qui est aujourd'hui un lieu culte. D'ailleurs, je crois que c'est le 75e anniversaire de Bob Marley, et cette année, on va le célébrer avec 10 mini-documentaires diffusés dans le monde entier par la famille. Ça aussi, c'est un lieu mythique. Il y a toutes sortes de lieux mythiques dans les Caraïbes. On va visiter Curaçao célèbre. On ne connaît pas grand-chose sur Curaçao, mais Curaçao, d'abord, un cocktail d'une couleur étonnante, à consommer avec modération. Mais en plus, c'est une île où le gouverneur souffrait de migraines. Il souffrait de graves migraines et il disait que c'était la faute des peintures blanches sur les immeubles. Alors il a exigé que tous les immeubles soient peints de couleurs vives. Alors maintenant, quand on y va, on est émerveillé par les couleurs du front de mer, hein, de Punta, le quartier. Et ce qui est drôle, c'est que ça envahit toute la Caraïbe maintenant. Vous allez partout dans la Caraïbe, vous voyez partout des couleurs vives et c'est né là-bas, quoi. Et quand on voit toutes ces images, on se dit que le monde n'est pas foutu, Antoine. Non, le monde est merveilleux. Je pense il y a des précautions à faire, il y a des soins à prendre, mais il y a des très belles choses, il faut les aimer, les protéger, quoi. Mais il y a des très belles choses sur cette planète. Et Cuba, vous le montrez de façon très positive, très joyeuse, avec les bars qu'Ernest Hemingway a fréquentés. Voilà, mais Cuba a eu un destin très difficile politiquement, etc. Mais actuellement, depuis une dizaine d'années, les lois sont devenues moins restrictives et les gens ont pu créer, plutôt que les grands hôtels, etc., touristiques, où l'argent allait dans la poche de l'État, ils ont pu louer des chambres aux clients, faire des repas, accueillir les visiteurs, plus que les touristes d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'il faut aller à Cuba. Et c'est comme ça qu'on l'a fait. Nous, on a parcouru toute l'île avec une grosse voiture américaine et on est allé loger chez les habitants. C'est ça qu'on montre dans le film. Et la maison d'Ernest Hemingway, vous l'avez visitée? Ah bien sûr, oui. La maison d'Ernest Hemingway, la Finca Viera, et puis le port où il a marré son bateau, et puis les bars où il allait boire le mojito et le daiquiri. Voilà. Oui, et ces bars ne désemplissent pas. Et ces bars il faut être patient pour y boire un verre. Hein.
Et puis vous avez fait aussi des images, car vous tournez beaucoup dans le film, on voit beaucoup dans le film, c'est important pour montrer que vous avez vraiment été sur place, des radeaux de bambou qui étaient chers à Errol Flynn. Malheureusement, encore une fois, ce n'est pas dans la... Mais c'est dans le DVD. C'est dans le DVD, voilà, c'est les radeaux Errol Flynn. Errol Flynn avait lancé dans cette île rendue célèbre par l'auteur de James Bond, hein, voilà, comment c'est l'auteur de James Bond? Ian Fleming. De Ian Fleming, voilà, c'est ça. Et on y trouve les traces de James Bond et d'Errol Flynn. Donc. Oui, et finalement, votre destin est incroyable parce que je crois qu'enfant, à Tamatave, un voyant avait dit que vous étiez fragile et que vous n'allez pas vivre longtemps. Ah oui, c'est pas un truc très brillant à dire à un petit enfant qui vient de naître. Hein. Oui. Dans le carnet de santé que mes parents avaient et que j'ai gardé longtemps, il y avait marqué que j'étais fragile et que je n'irais pas très loin. Oui, ben vous êtes allé très loin et pas seulement dans le monde entier. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs générations vous connaissent, Antoine. D'abord les élucubrations, bien sûr, mais aussi avec les lunettes. Voilà, bon, il y a eu les élucubrations, il y a eu les chansons. J'ai fait chanteur à plein temps pendant 8 ans. C'est fini ça maintenant. C'est pas fini, ça peut revenir, mais c'est pas... ensuite le voyage qui s'est exprimé par des livres et puis des films ensuite qui ont eu un succès incroyable. Il y a eu une conséquence, la musique, voilà, la publicité, voilà, la publicité, les lunettes Atoll, c'était très marrant, c'est tout à fait cohérent quoi, avec ce que je faisais, les gens. Puis ça a été une très grande réussite commerciale. Là. Les ateliers, quand ils ont commencé, ils étaient 150 magasins. À la fin de la campagne, ils étaient 800 magasins. Quoi. C'est une campagne qu'on enseigne dans les écoles de publicité. Et maintenant, l'avenir, c'est cette tournée de conférences. C'est la Nouvelle-Zélande l'année prochaine. Voilà, film et livres sur magnifique. La Nouvelle-Zélande est un pays très passionnant. Et donc, l'année prochaine, je reviendrai vous voir avec ce nouvel ouvrage sur la Nouvelle-Zélande qui nous passionne vraiment beaucoup, ma compagne et moi. Eh bien, on est impatient de vous retrouver, Antoine. Pour l'instant, je signale donc qu'il y a cette conférence Les Caraïbes en votre présence qui commence, je crois, le 2 mars à Cagnes-sur-Mer, qui se prolonge jusqu'au 27 mars à Tours. Vous allez donc faire tout le sud. Essentiellement la partie sud de la France. Voilà. Et je recommande à celles et ceux qui nous écoutent de venir voir ces images et de vous retrouver. Voilà. Et sur le site internet antoine.tv, vous avez toutes les informations. Et ben voilà. Donc merci d'être venu à ce salon de l'agriculture sur ce stand Village Semence pour ces clés d'une vie et à quand vous voulez sur Sud Radio. Merci Jacques. À bientôt. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaye et nous on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Et un petit bonjour à Brigitte. Et voilà. Bonjour Brigitte. À demain.